Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, le cessez-le-feu décisif est globalement bien respecté en Syrie depuis qu'il a pris effet samedi. Toutefois, plusieurs endroits dans le pays ont été touchés par des bombes et il y aurait 10 morts et 10 blessés parmi les civils, selon un média local. 6 victimes se trouvent dans la province de Hama et une à Alep. Les forces syriennes continuent à bombarder les cibles de l'État islamique puisque les terroristes sont exclus du cessez-le-feu. Le média d'État indique qu'il y a eu 35 extrémistes tués dans la province de Hama et plusieurs véhicules de l'EI détruits. Un groupe d'observation des droits de l'homme a ajouté que la coalition menée par les États-Unis avait réalisé 10 frappes aériennes contre l'État islamique samedi. Le cessez-le-feu a été négocié par la Russie et les États-Unis et accepté par 97 groupes rebelles armés et le gouvernement syrien. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, pense que toutes les parties engagées dans le conflit syrien sont sérieuses dans leur engagement pour continuer le cessez-le-feu. Il a déclaré cela après que l'État islamique a revendiqué la responsabilité d'un attentat au camion piégé dans le centre de la Syrie à minuit vendredi. La trêve exclut l'EI ainsi que le Front Nusra, une branche d'Al-Qaïda en Syrie. La première nuit et la première journée a donné sans doute une sensation que tous les gens sont très sérieux à vouloir regarder à ce feu avec énorme attention. Et ils sont en train de travailler jour et nuit pour monitoriser tous les accidents qui sont rapportés et quand il y a, pour voir quels sont des vrais accidents et comment on peut surtout les contrôler. On avait toujours prévu, et on avait prévu déjà depuis hier, qu'un cessez-le-feu comme celui-ci, en général un cessez-le-feu, peut avoir plein de moments difficiles. Je dois dire, sur la base d'un conflit de 5 ans, et ce que j'ai vu jusqu'à présent est assez confortant en comparaison avec ce qu'on a vu dans le passé. Pensez bien, chaque jour, je dis chaque jour, en Syrie, 60 à 80 personnes mouraient dans les combats ou dans les bombardements. Et je pense que l'impression que nous avons aujourd'hui, que la situation est très différente. Mais évidemment, chaque jour doit être vérifié. Merci beaucoup. Les habitants de Damas expriment leur enthousiasme pour le cessez-le-feu qui a pris effet dans leur pays. La situation aujourd'hui est meilleure qu'hier. L'atmosphère générale est bonne. Les gens peuvent marcher librement dans les rues. Nous sommes heureux que cela arrive aujourd'hui. Ça s'améliore. La situation est bonne. Un cessez-le-feu comme celui-là devrait encourager les gens à déposer les armes et à se réconcilier, car il y a eu tant de victimes. Il y a des victimes tous les jours, et nous n'en pouvons plus. Samedi, les autorités macédoniennes ont brièvement ouvert la frontière pour laisser traverser un petit nombre de réfugiés irakiens et syriens. Ceci alors que cette semaine, elles avaient imposé des restrictions très strictes concernant le passage de la frontière. Environ 300 personnes ont été autorisées à passer la frontière grecque d'Idoménie avec la Macédoine. La plupart d'entre elles sont handicapées ou ont des problèmes de santé. Les autorités macédoniennes ont brièvement ouvert la frontière pour laisser traverser ce petit nombre de réfugiés irakiens et syriens ce samedi. Le passage est intervenu 3 jours après que la Macédoine a fait fermer sa frontière à tous les migrants, alors que les pays qui se trouvent sur la route des Balkans ont imposé des restrictions plus strictes aux frontières. Environ 5500 migrants ont bravé le temps pluvieux dans un camp de tentes samedi à la frontière d'Idoménie, tandis que 500 autres campaient à proximité dans une station essence. En ce moment, il y a presque 5000 personnes au camp d'Idomeni. Ils ont juste ouvert la frontière pour la première fois en presque un jour. Je peux voir qu'il n'y a environ qu'une dizaine de personnes qui ont traversé jusqu'à présent, mais il y a des groupes de 20 personnes qui ont été acceptées par la police qui attendent pour traverser. C'est juste que c'est un très long processus maintenant parce que les personnes doivent être cherchées, leurs documents doivent être vérifiés, donc c'est très lent. Mais c'est un signe vraiment encourageant que la frontière soit ouverte maintenant. Des milliers de personnes ont défilé samedi dans la capitale européenne Bruxelles pour témoigner de leur soutien aux migrants.
Ceux qui participaient à la marche exprimaient leur inquiétude quant à ce qu'ils estiment être l'échec de l'Europe à protéger les réfugiés et les migrants, tandis que d'autres demandaient au pays le long de la route des Balkans, dont la Macédoine, de lever les sanctions strictes concernant le passage qui ont été imposées cette semaine. Certains critiquent la décision prise la semaine dernière par Skopje de ne permettre qu'aux Irakiens et aux Syriens de traverser ses frontières, avec pour résultat que des milliers de personnes, dont des réfugiés afghans, sont bloquées à la frontière helléno-macédonienne, au port du Pirée, le principal port grec, sur des places réparties autour d'Athènes ou dans des dizaines de bus parqués dans les deux sens de la principale autoroute sur l'axe nord-sud de la Grèce. L'Europe échoue vraiment dans la protection des réfugiés. Il ferme les frontières. Ce que vous observez maintenant en Grèce, ce qui se passe à présent, que les frontières macédoniennes se ferment, les gens sont dans des situations horribles. Je veux que les gouvernements ouvrent leurs bras et prennent soin d'eux et fassent quelque chose de concret pour trouver une véritable solution pour eux. Fermer les frontières équivaut à tuer les gens. C'est le seul résultat. Les mettre dans des camps n'est pas une solution. Ils doivent trouver une vraie solution et prendre soin des gens. Le gouvernement ougandais a balayé les critiques sur les récentes élections présidentielles, disant que les accusations n'étaient pas justifiées. Le secrétaire général Ban Ki-moon a cette semaine soutenu les inquiétudes des observateurs internationaux pour qui les élections ont manqué de transparence. Le gouvernement ougandais dit avoir effectué une élection légitime malgré les critiques internationales. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est le dernier en date à avoir exprimé ses inquiétudes sur les défauts et les irrégularités dans les élections ougandaises. Nous pensons que les élections maintenant terminées ont respecté les critères d'une élection libre et juste. Les campagnes étaient libres, tout comme le scrutin et le décompte. Yoweri Museveni a remporté les élections de la semaine dernière avec une majorité de 60,5%. Mais les observateurs ont critiqué le gouvernement ougandais pour avoir utilisé les forces de sécurité contre les candidats et les partisans de l'opposition. Le leader de l'opposition et candidat aux élections, Kizza Besigye, a été arrêté et puis libéré à plusieurs reprises la semaine dernière. L'acte présidentiel demande 10 jours pour qu'une pétition donne quelque chose. Mais ce dont nous sommes témoins depuis l'annonce, c'est que Besigye a été tenu et qu'il est privé d'avocat. L'ONU demande aux autorités ougandaises de s'assurer que les inquiétudes liées aux élections soient gérées d'une manière juste, rapide et transparente. Personne, que ce soit un candidat à la présidentielle ou autre, n'est au-dessus de la loi. Il incombe à M. Besigye de se soumettre aux lois du pays. S'il y a des actions qu'il considère irrégulières, les tribunaux de loi du pays sont ouverts. Le président Museveni prendra ses fonctions pour un 5e mandat en mai, mais les inquiétudes autour de sa réélection pourraient avoir un impact sur sa relation avec l'ONU et l'Union européenne, et d'aucuns prédisent que les choses entre eux pourraient s'envenimer durant les prochaines années. Les avocats du leader de l'opposition ougandaise, Kizza Besigye, ont déclaré être prêts à contester les résultats de la récente élection présidentielle qui a vu la large victoire du président Yoweri Museveni. Un autre blocus policier dans la capitale ougandaise, Kampala. L'ancien Premier ministre ougandais et également candidat à la présidentielle, Amama Mbabazi, s'est vu empêché de rejoindre le leader de l'opposition, le docteur Kizza Besigye. La police lui a donné l'ordre de rentrer chez lui. La police a reçu des renseignements selon lesquels ma vie serait en danger si je me rendais chez le docteur Besigye. Le docteur Besigye n'est pas mon ennemi. Si la police détenait cette information, il aurait été préférable qu'elle l'ait partagée avec moi avant. Quelques heures plus tard, le maire élu de Kampala s'est également vu interdire l'accès au logement du docteur Besigye. Le docteur Besigye, qui s'est présenté 4 fois à la présidentielle, a été plusieurs fois détenu puis relâché après l'annonce des résultats du scrutin de 2016. Il affirme que les résultats ont été truqués et demeure actuellement en résidence surveillée. Ils veulent le garder en détention, car ils lui ont volé sa victoire.
Mais selon la police, le docteur Besigye aurait planifié d'organiser des manifestations violentes dans la capitale. Une équipe d'avocats a été rassemblée pour contester les résultats du scrutin présidentiel et les arrestations des membres des partis d'opposition. Le président ougandais Yoweri Museveni a remporté l'élection, prolongeant ainsi ses 30 années de règne. Son parti a exhorté les membres des partis d'opposition d'avoir recours à des moyens légaux. Le principal parti de l'opposition ougandaise maintient sa position qui est de rejeter les résultats de l'élection présidentielle. Leur espoir se trouve à présent dans les tribunaux, mais certains analystes ont d'ores et déjà décrit que cette voie serait difficile. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a célébré son 82e anniversaire avec une fête luxueuse et très haute en couleur. Reportage. Des milliers de gens ont été reçus pour l'occasion avec de la musique et des danses dans la ville de Masvingo, sud-est du pays, à 300 km de la capitale Harare. Le dirigeant a déclaré que son gouvernement allait tout faire pour inverser la courbe de la faim dans le pays. Mais l'opposition a critiqué cette réception luxueuse. La province de Masvingo est en effet l'une des zones les plus touchées par la sécheresse. Mais M. Mugabe a aussi promis de réunir son parti, le ZANU-PF, pour discuter de sa succession. Le factionnalisme, et je répète, le factionnalisme n'a pas lieu d'être. Il n'y a aucune place pour le factionnalisme dans notre parti, le ZANU-PF. Il ne devrait pas pouvoir exister. Le virus Zika se répand rapidement dans le monde et maintenant de nouveaux indices suggèrent qu'il pourrait être encore plus puissant qu'on ne le pensait. On savait que le virus Zika est transmis par le moustique Aedes aegypti, mais certains pays, dont l'Argentine, rapportent des cas de transmission par voie sexuelle. Pour ce qui est de la cause épidémiologique, elle a eu un contact avec un homme qui en effet a été en Colombie. C'est un cas avec ses particularités sur la manière dont la maladie a été transmise, à savoir par voie sexuelle. La France a aussi détecté son premier cas de possible transmission par voie sexuelle. Les responsables français de la santé ont dit que le partenaire de la patiente a voyagé au Brésil, le pays le plus durement touché par l'épidémie. On pense que le virus Zika est lié au récent pic de cas de microcéphalie au Brésil, condition par laquelle les bébés naissent avec une tête inhabituellement petite. Il reste cependant beaucoup à connaître sur le virus. Les scientifiques suspectent qu'il pourrait être en mesure de faire bien plus de dégâts qu'on ne le pensait jusqu'à présent, avec comme conséquence possible une augmentation des enfants mort-nés. Le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies a étudié 9 femmes américaines enceintes qui s'étaient rendues dans les zones affectées. 2 d'entre elles ont eu des fausses couches, tandis qu'une 3e a donné naissance à un bébé atteint de microcéphalie sévère. Pour cette raison, l'agence américaine conseille aux femmes enceintes d'éviter de se rendre aux Jeux Olympiques de 2016 qui se tiennent cette année au Brésil. C'est le premier avertissement explicite de l'agence pour qu'une catégorie de voyageurs ne se rende pas aux Jeux. Dans d'autres parties de l'Amérique latine, le virus se répand rapidement. La Colombie a vu une augmentation de 5000 cas pour la seule semaine dernière, dont 1300 femmes enceintes. Les autorités sanitaires locales craignent que 500 de ces femmes ne portent un enfant atteint de microcéphalie. La réunion des gouverneurs de banques centrales et des ministres des Finances du G20 qui avait lieu à Shanghai s'est conclue sur un accord entre les principales économies mondiales pour maintenir leurs mesures de relance visant à encourager la croissance économique mondiale. Le groupe des 20 ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales s'est réuni à Shanghai pendant 2 jours pour discuter de l'état de l'économie mondiale et de la persistante volatilité des marchés. Après de longues discussions, ils se sont mis d'accord pour renouveler leur attention sur les réformes structurelles afin de prévenir davantage les risques de récession et redémarrer l'activité. Lors des réunions, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nous allons utiliser tous les outils et mesures nécessaires, à la fois individuellement et collectivement, au niveau monétaire, fiscal et des réformes structurelles, pour élever la confiance des marchés et redémarrer la croissance, ainsi que maintenir le ratio de la dette à des niveaux acceptables. En d'autres termes, de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire et des dépenses gouvernementales sont attendues. Mais pour ancrer une expansion à long terme, des réformes structurelles sont nécessaires. Les mesures prendront différents aspects suivant les pays, mais l'objectif est universel, faire que la croissance se maintienne durablement.
Les responsables politiques ont rappelé que les réformes structurelles devraient renforcer la croissance potentielle dans le moyen terme et rendre les économies du G20 plus innovantes, flexibles et résistantes. Les dirigeants économiques ont passé une grande partie de la nuit de samedi à discuter des perspectives de l'économie mondiale. Ils ont souligné le fait que la reprise économique n'était pas aussi mauvaise que reflétée par les marchés. L'expansion est simplement plus modérée que prévu précédemment. Ils se sont également mis d'accord pour maintenir une consultation entre eux et coordonner leurs décisions, ce qui demeure plus simple à dire qu'à faire. Le président du bureau des gouverneurs de la NDB, Anton Silvanov, affirme que la banque envisage de s'étendre une fois le moment venu. Les membres de la NDB comprennent les pays des BRICS, soit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Chaque pays a souscrit $1 milliard. La banque de développement a été lancée l'an dernier, le 7 juillet, lors du sommet des BRICS, pour financer leurs projets. La Banque du Nouveau Développement se prépare pour son premier lot de financement de projets concentrés sur l'énergie durable et verte. Les responsables de la banque affirment que les propositions faites par les membres fondateurs de la banque, à savoir le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, sont des projets qui utilisent l'énergie éolienne, solaire et hydraulique. L'énergie nucléaire en est exclue. Chaque membre fondateur a au moins un projet sur la liste. Toutefois, les projets sont encore au stade préparatoire et je suis certain à 100% que chaque projet sera soumis au bureau des directeurs en avril en raison des problèmes techniques et de procédures d'approbation. M. Zhu dit que chaque projet à approuver sera d'au moins 100 millions de dollars. Il ajoute que certains de ces projets seront probablement libellés en yuan plutôt qu'en dollars. La banque de BRICS envisage aussi de s'ouvrir à d'autres membres. L'Inde annoncera son budget lundi et cette fois le ministre des Finances du pays a une lourde tâche à faire. L'argent doit être dépensé pour orienter l'économie dans une direction positive tout en augmentant les dépenses dans les régimes de sécurité sociale. Après sa victoire aux élections de 2014, le Premier ministre indien Modi avait promis de rétablir l'économie indienne. Près de 2 ans plus tard, les chiffres semblent mieux, mais l'économie fait face à de nombreux défis. Bien que la croissance indienne ait dépassé celle de la Chine, de nombreux économistes se posent des questions sur les chiffres, lesquels résultent d'un changement dans la méthode de calcul du PIB il y a un an. L'infrastructure est encore en mauvais état et le pays a besoin de routes, de ports et d'autoroutes. Une grande partie des 1000 milliards d'investissements que l'Inde a besoin devra venir du gouvernement. La raison de cela, les acteurs privés ont brûlé leurs mains à de nombreuses reprises à cause des retards dans les projets. Mais ce n'est pas tout. L'Inde a encore la responsabilité de sortir sa population de la pauvreté et cela signifie donner une grande attention envers les régimes sociaux et des dépenses dans la santé et l'éducation. L'investissement public doit être un point de départ à l'investissement privé. Il doit aussi être un point de départ à la demande. Je pense que nous devons penser à l'investissement public, mais l'investissement public ne doit pas être uniquement de l'investissement en capitaux. Je pense qu'à ce niveau, nous avons aussi besoin de mettre plus d'argent dans la poche des gens, en particulier pour ceux en bas de la pyramide des revenus. L'Inde a eu une inflation élevée pendant ces quelques dernières années. Cela a mené à un affaiblissement du revenu réel des Indiens. Cette fois, on s'attend aussi à ce que l'impôt sur le revenu baisse pour les individus qui le payent et à ce que l'impôt soit élargi pour inclure plus de citoyens. Moins de 3% de la population paye des impôts. Accorder plus d'attention au secteur agricole est un sujet macroéconomique pour lequel le gouvernement indien est aussi attendu. Je pense que d'un côté, le secteur des motos n'est pas si bon et que le ralentissement est là, et de l'autre, je pense qu'il y a un grand engagement envers les voitures luxueuses. Cela donne des signaux mitigés. Certaines parties de l'économie vont très bien, contrairement à d'autres. L'agriculture en particulier est en grande détresse et c'est un grand problème. Même quand vous voyez que l'économie est supposée croître de 7,5%. Les agriculteurs indiens sont lourdement endettés. Plus de 300 districts subissent la sécheresse. Plus de 60% de l'Inde dépend directement ou indirectement de l'agriculture. Ils espèrent obtenir des subventions.
L'étude économique pour l'année financière 2016-2017 a fixé la croissance de l'Inde à 7,5%, mais le ministère indien des Finances devra passer des réformes économiques clés sur les taxes et augmenter les dépenses dans l'infrastructure publique pour mettre le pays sur une voie longue et durable. Il a la tâche ardue de trouver un emploi pour les 10 millions d'Indiens qui chaque année entrent sur le marché du travail. La Chine se prépare à envoyer son second laboratoire orbital Tiangong-2 dans l'espace au troisième trimestre cette année. Dans le cadre du programme spatial du pays, la Chine prévoit aussi de lancer son vaisseau spatial Shenzhou 11 qui transportera 2 astronautes au quatrième trimestre de 2016. Le vaisseau viendra s'amarrer à Tiangong-2. La fusée longue Marche 7 devrait aussi transporter le vaisseau cargo Tianzhou-I, qui signifie vaisseau du ciel, au cours de la première moitié de 2017, pour venir s'amarrer à Tiangong-2 et conduire des expériences. La fusée a connu son premier lancement d'essai au centre de lancement de satellites de Wenchang, dans la province du Hainan, dans le sud de la Chine. D'ici 2017, la Chine deviendra le plus important marché du cinéma au monde, devant les États-Unis. Toutefois, il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg. Le revenu des Chinois a augmenté ainsi que la demande pour toute forme de divertissement culturel, des films à la télévision, aux livres et à la musique qu'ils connaissent tous une croissance importante et les capitaux affluent. Depuis plusieurs décennies, les superproductions hollywoodiennes captivent l'imagination et le porte-monnaie des Chinois. À l'heure actuelle, cette tendance s'inverse. Grâce aux films locaux, le box-office chinois a pulvérisé le record mondial des ventes dès la première semaine. Une comédie burlesque portant sur des sirènes, réalisée par le légendaire cinéaste et le comédien hongkongais Stephen Chow, a engrangé plus de 2,8 milliards de yuans au box-office. C'est une histoire simple, elle parle de la bonté du cœur et de l'amour invincible. On a fait preuve d'énormément de créativité dans le processus de réalisation du film. Le film raconte nos expériences de la vie de tous les jours en incluant des éléments tels que l'air et l'eau. Auparavant en Chine, aller au cinéma était un luxe. Maintenant, c'est devenu le central de l'industrie du cinéma mondial. D'Hollywood à Bollywood, les investisseurs et réalisateurs sont prêts à s'immerger dans le marché chinois. La culture et l'industrie du divertissement en Chine sont en pleine évolution. La génération jeune et techno de la Chine se tourne de plus en plus vers l'Internet pour se divertir. De l'émission Débat la plus regardée en Chine, qui touche l'égalité des sexes, au très populaire talk show qui propose des sujets d'actualité. Peu importe la plateforme qui peut offrir le meilleur contenu, les consommateurs vont se ruer vers ces plateformes. Cela signifie que les capitaux et l'expérience en production audiovisuelle ne feront pas d'efforts. Selon les analystes, étant donné le vaste potentiel de la culture et du marché du divertissement chinois, que vous soyez des titans d'Hollywood, fournisseurs de contenu chinois, ou des réalisateurs indépendants et inconnus en Europe, il y a littéralement de la place pour tout le monde. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.